Bonjour à tous et à toutes. Je suis très content d'être là pour vous présenter mon ouvrage, mon dernier livre, qui porte le titre d'Obama et les cellules souches embryonnaires. C'est un livre dans lequel j'ai essayé de poser un débat contemporain sur des questions qui, certes, par rapport à leur enjeu, sont nouvelles, mais qui sont des questions qu'on peut retourner jusqu'au XVIIIe siècle. Notamment la question de la biologie, qui est la dernière née des sciences, mais qui aujourd'hui a engendré d'autres sciences. On parle de biotechnologie avec son couplage, n'est-ce pas, avec les technologies de pointe, comme nous le savons. Alors, dans ce livre, Obama et les cellules embryonnaires, ce qui m'a inspiré le thème, et la question, c'est que c'est une préoccupation que j'ai toujours eue par rapport aux cellules souches, aux biotechnologies, à la question du devenir, qui est une question à la fois philosophique, mais aussi une question qui engage toute l'humanité. J'ai essayé donc de partir au plan historique d'un contexte. Une fois que Obama a été investi à la magistrature suprême des États-Unis en 2008, dès 2009, lundi 9 mars 2009, on a assisté à ce qu'on appelle le décret d'Obama portant la levée de la restriction n'est-ce pas, de la subvention de l'État fédéral américain des recettes sur les cellules souches. Alors, ça a été subite et c'est une loi qui vient donc pour abroger une disposition qui était là depuis bien avant George Bush, depuis les Nixon et autres. Et nous savons que les États-Unis ont toujours eu cet attachement, je ne sais pas si c'est religieux ou social, n'est-ce pas, à la famille. Donc des questions de fond. Mais une fois qu'Obama est venu, il a donc libéralisé, comme effectivement il avait promis d'ailleurs bien avant son élection, donc un domaine aussi sensible que la recherche sur les cellules souches. Et nous savons que les cellules souches sont les seules cellules qui permettent de cloner un homme. Nous savons que par rapport à ce débat-là, il y a eu des interdictions à partir des combats menés par les comités éthiques, qui peuvent être des comités scientifiques, philosophiques et même religieux, donc qui combattent pour la préservation de la dignité humaine qui est sacrée, du corps humain qui est sacré. Mais quand Obama effectivement a fait lever cette disposition, nous nous sommes rendus compte que c'est une sorte de porte ouverte à toutes les aventures autour des cellules souches. Mais dans ce livre, cet événement est juste un cliché qui m'a permis de reposer la question, n'est-ce pas, disons de la géopolitique et de la géostratégie. De reposer la question de l'hégémonisme américain, mais au-delà de cet esprit de compétition qui a toujours existé. C'est pourquoi j'ai essayé de démontrer dans le livre que l'humanité est passée, n'est-ce pas, par des phases. Il y a eu d'abord la phase de l'atome, où d'abord, avant la phase de l'atome, il y a eu la conquête, n'est-ce pas, des étoiles. Donc, il fallait accéder à certaines sphères au plan spatial, accéder n'est-ce pas, aux forces de l'information pour pouvoir gagner des guerres et avoir la suprématie sur les autres peuples. Mais après, n'est-ce pas, la conquête des étoiles, il y a eu la conquête de l'atome, il y a eu les bombes atomiques, après il y a le nucléaire, après il y a l'uranium, on en parle même des armes biologiques. Mais aujourd'hui, je vois qu'on est à l'ère des biotechnologies ou bien des armes, n'est-ce pas, microbiologiques. Et si on remet alors la question du décret d'Obama dans ce contexte-là, on voit qu'effectivement, il y a des enjeux. Et ça m'a permis, au-delà même de la question géostratégique, de montrer que l'Amérique cherche toujours à s'adapter, à renaître de ses cendres pour toujours garantir son hégémonisme. Mais cette fois-ci, en donnant en tout cas une place de choix à la question des biotechnologies, voilà, des cellules souches embryonnaires. Mais également, ça a été une occasion, ce cliché-là, pour revoir un peu, n'est-ce pas, cette sorte en tout cas de fierté américaine qui, à la limite, frise même un narcissisme béat, un narcissisme collectif. Et c'est comme ça que le jeune américain est formé. Et pour ce faire, j'ai essayé de mener une recherche, de faire une analyse rétrospective sur ceux-là que l'on a appelé les phases fondes, les pores fondateurs, n'est-ce pas, depuis Washington, n'est-ce pas, Jefferson, n'est-ce pas, Benjamin Franklin et les autres, pour voir effectivement tout ce qu'on leur a donné et qui permettent aujourd'hui à des gens de les considérer comme les pères de la démocratie américaine, qui, nous savons, si nous revisitons sérieusement l'histoire, c'est tout le contraire. On peut leur coller la religion, la chrétienté, mais en réalité, si on convoque l'histoire, en lisant par exemple un auteur sérieux et très engagé et très indiqué comme Jean Ziegler,
dans son livre La haine de l'Occident, on voit que c'est tout le contraire avec la conquête des États-Unis, que cette orthodoxie chrétienne que l'on parlait n'était pas réelle. C'est pourquoi dans le livre aussi, j'ai posé la question de la vraie foi, n'est-ce pas, des phases fondeurs et de leur rapport extrêmement hypothétique avec la démocratie. Mais également, on voit que dans ce décret de Obama, alors on peut dire à coup sûr que les recherches sur les cellules souches qui jusque-là, même si ce n'est pas de façon officielle, étaient encadrées, on se rend compte maintenant qu'il y a, comme on dit, les chaînes sont rompues, que maintenant il y a l'aventure, que c'est subventionné, les scientifiques peuvent s'enfermer dans leur laboratoire et appliquer n'importe quelle expérience qu'ils veulent avec les cellules souches qui peuvent aboutir au clonage humain. Donc aujourd'hui, si vous me demandez est-ce qu'il n'y a pas un homme cloné, je ne suis pas sûr, ou j'ai en tout cas l'impression que ça existe déjà. Parce qu'au plan des institutions internationales fédératrices des nations, comme l'ONU par exemple, dans le livre, j'ai essayé de théoriser pour dire qu'il y a l'urgence, comme on prend aujourd'hui la question de l'environnement, comme on prend d'autres questions, il est temps quand même de prendre en compte cette question-là et n'est-ce pas, de la partager dans des sphères hautes, mais aussi de légiférer sur ces questions. Sinon, l'humanité risque sous peu quand même de vivre des choses quand même qui sont très catastrophiques. Parce que déjà, on a vu avec Hiroshima et Nagasaki comment l'usage de certaines formules chimiques et certains produits peuvent amener à des catastrophes qui poussent l'humanité vraiment à des regrets historiques. Donc, les cellules souches aussi, aujourd'hui, je pense que la manipulation doit être contrôlée. Donc, à l'échelle des nations, dans des sphères comme l'ONU, qui peuvent effectivement légiférer là-dessus. Il y a ce débat qui est entretenu, mais également, il y a une bonne partie qui est philosophique dans le livre où j'ai essayé de montrer qu'effectivement l'homme a toujours le goût de l'aventure, il veut se surpasser. On parle maintenant dans le livre, et c'est une question qui est très vieille, de la question de l'immortalité de l'homme. Est-ce que les sciences ne nous permettent pas demain, si on retourne à quelqu'un, un des plus grands théoriciens adeptes comme Ryle, qui est d'ailleurs qui a écrit bien aussi, qui dirige, n'est-ce pas, une secte, nous nous rendons compte que lui, il considère dans son livre, intitulé d'ailleurs très provocateur, Oui au clonage humain, où il dit de façon radicale à ceux-là, peut-être des gens de ma catégorie, ceux-là qui ont peur du clonage et qui ont peur de ces merveilles, ils n'ont qu'à quitter ce monde et laisser ceux qui veulent être immortels devenir immortels. Donc voilà ce débat scientifique qui est posé, qui est à la limite philosophique et éthique, n'est-ce pas, dans mon livre Obama et les cellules embryonnaires, où également j'ai essayé de montrer que l'hégémonisme, n'est-ce pas, auquel l'Amérique a toujours aspiré, est un hégémonisme qui change, n'est-ce pas, qui change de caractère, qui change de cadre. C'est pourquoi aujourd'hui on voit que, et ce qui d'ailleurs fait peur, c'est que le domaine le plus scientifique de notre vie en général, mais des États-Unis en tant que grande puissance, c'est l'armée. Et je pense que ça, c'est extraordinaire. Donc, quand l'armée devient le pôle le plus scientifique, mais aussi le pôle qui est fort, qui capte des budgets extraordinaires, qui peut manipuler on peut manipuler des armes, on les connecte aux questions biotechnologiques. Donc, il y a de quoi quand même s'interroger sur le devenir de notre humanité, sur les futures guerres. On ne le souhaite pas que notre humanité ou les autres humanités vont vivre. Donc, on voit que l'armée aujourd'hui est devenue, on peut le dire, peut-être je ne dis pas un cinquième pouvoir, mais un sixième pouvoir qui est là, qui interfère avec les autres structures des États, au sein des États, et qui impose aussi son dictat. C'est pourquoi d'ailleurs, on parle aujourd'hui sociologiquement, philosophiquement, scientifiquement de l'économie de la guerre. On parle de l'économie de la violence. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, à côté, si elle cause des catastrophes, dans son autre revers, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vivent de la guerre. Je pense que là, c'est catastrophique pour notre humanité et que nous devons aller dans une plus grande lucidité, en tout cas concertée, pour sauver notre humanité, mais aussi pour garder de ce qu'il y a de plus intime en nous, c'est-à-dire ce qui fait de nous des êtres humains, c'est-à-dire notre subjectivité, nos limites. Nos limites. Si nous visitons un philosophe comme Heidegger, nous voyons que l'homme, par moments, se voit dans le Dasein, dans l'être là, l'être qui est limité, c'est-à-dire l'être dont le sens ne peut se conjuguer que dans le présent. L'homme est un être limité et il a tendance à il veut s'inscrire dans l'infini en tant qu'un être fini. C'est pourquoi vous êtes d'accord avec moi que les prouesses biotechnologiques apportent une sorte en tout cas de paradis toujours rêvé aux humains et particulièrement à certains adeptes de l'immortalité de l'âme. Voilà un peu, entre autres, des grandes lignes que j'ai
en tout cas repris dans mon livre. Et je n'ai pas également manqué de montrer aujourd'hui le rapport des biotechnologies, leur place au niveau des films de fiction, dans une partie que j'ai intitulée de l'idéologie, n'est-ce pas, de l'idéologie du film, du cinéma, n'est-ce pas, au film de l'idéologie, pour montrer que même un cinéma comme Hollywood, n'est-ce pas, au service de cette grande entreprise, on voit beaucoup de films fiction qui font des prédictions sur les eschatologies. On parle des eschatologies sanguinaires, on parle des technoprophéties, n'est-ce pas? Donc, c'est des prédictions sur la fin des temps. Donc, c'est des croyances. Donc, voilà, si je mets un peu en contribution ma croyance religieuse islamique, pour ce que je sais sur les eschatologies musulmanes, il y a beaucoup de types d'eschatologie. Donc, on voit que donc, nous allons vers des formes de géostratégie, géopolitique qui seront très déterminées par les croyances eschatologiques, ça a déjà commencé, n'est-ce pas, qui vont mettre l'humanité dans des séquences sanguinaires de son histoire. Et on voit qu'à partir de là, donc c'est pourquoi je pose la question cinématographique. Déjà, vous voyez dans les films comme Avatar, déjà on parle d'Armageddon ou bien on parle de Matrice. Pour qui connaît, ce sont des concepts extrêmement fantasmagoriques, des termes plus ou moins même, en tout cas diaboliques, qui montrent qu'effectivement toute notre humanité doit devenir comme la façon de voir des stoïciens. Nous sommes dans une unité de l'existence où il n'y a plus de limite de l'homme. L'homme se confond dans la nature, se confond dans l'existence. Et de ce point de vue-là, donc, il pense quelque part être Dieu. Autrement dit, donc tout ce que Dieu a prédisposé, a mis comme étant des sources de la nature, comme par exemple la grossesse naturelle, on va dépasser la grossesse naturelle. Maintenant, on a parlé déjà des machines, des mères porteuses. Maintenant, on dépasse les mères porteuses en Europe pour parler des machines porteuses. Parce que, ouais, on parle des banques de spermatozoïdes et autres. Parce que vous voyez, donc il y a une sorte de désacralisation de l'homme que je repose le débat dans mon livre. Et pour dire que c'est un livre qui est ouvert par rapport à ces questions-là, qui, chez Nicole Douarin, on appelle les sciences du futur. Donc voilà les grandes lignes, en souhaitant que vous allez le lire et critiquer l'ouvrage.